Une autre thématique santé sur la queue commune aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est en raison, vous le savez, de l'actualité. Vous le savez, le 25 avril de chaque année est dédié à la lutte contre le paludisme. C'est une journée au cours de laquelle les acteurs sont amenés à souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Elle a été instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. Cette année, pour cette célébration, le thème dédié est « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Voilà le thème de la célébration de cette année. Ici, sur ce plateau, nous allons nous intéresser encore un peu aux manifestations de cette maladie, puisque vous le savez, c'est la maladie première cause de recours aux soins de santé et également première cause d'hospitalisation. Ce sont des informations officielles. Le médecin appelé va nous édifier encore là-dessus tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de Dr Félicien Edou, que je salue déjà. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte très bien. Ah, pas de paludisme chez vous. Voilà que la saison des pluies a démarré. Donc nous sommes plein dedans, surtout sur les tropiques et particulièrement au Bénin. La saison des pluies a démarré. Quand on parle de pluie, on parle de beaucoup de moustiques. Donc, le thème est choisi à dessein. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le mot du jour? On parle évidemment du paludisme. Vous l'avez constaté, Modeste n'est pas là aujourd'hui, ni Nadège, elles m'ont toutes fui aujourd'hui. C'est pas bien grave, je vais le faire avec Dr Félicien Edou, d'autant plus que vers la régie, elle au moins m'accompagne. Alors, on parle du paludisme. Pour les petites informations à savoir, Dr Edou va revenir là-dessus. Le paludisme qui est causé par l'introduction d'un parasite, le plasmodium, appartenant à la famille des protozoaires, organisme constitué d'une unique cellule dans l'organisme via la piqûre d'un moustique. On compte en réalité 5 espèces différentes de plasmodium. Il y a le falciparum, majoritaire sur le continent africain. C'est le plus virulent selon nos informations. Il cause près de la moitié des décès liés au paludisme. Il y a le vivace qui coexiste avec le falciparum. Il est surtout présent en Asie, en Amérique latine et certaines régions d'Afrique. Ovale, qui est surtout localisé en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas mortel, mais peut causer des rechutes plusieurs années après la première infection. Nous avons également malaria et nolécie qui sont moins fréquents. Le vecteur du paludisme, mesdames et messieurs, on le connaît tous, c'est le moustique. On va continuer avec une pensée de l'auteur Bernard Minier qui dit « Le vecteur du paludisme, c'est le moustique, celui de la folie, ou du moins son vecteur préféré, ce sont les médias. » Lui, il n'a pas été du tout gentil avec les médias, mais c'est son opinion. Voilà tout ce qu'on a dit sur le paludisme. Où ai-je eu tort? Merci pour le thème du jour, comme tous les 25 avril. C'est une journée qui est bien arrivée, surtout parce que ça vient toujours au début de la période des pluies, et surtout les premières pluies qui font souvent beaucoup de dégâts. Vous n'avez pas tort, vous avez abordé pratiquement la plupart du sujet, de la définition également. D'accord. On va y revenir pêle-mêle sur les choses et un peu plus apporter plus d'explications aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent que le paludisme, c'est une maladie vraiment. Si on peut y arriver à avoir 0 cas, ce sera un exploit. Est-ce que c'est possible? Parce que justement, c'est la sensibilisation de cette année, atteindre finalement le 0 cas de paludisme en innovant, en mettant des actions en œuvre. Le 0 cas, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas impossible parce qu'il y en a des gens qui ont déjà réussi à avoir des 0 cas. Ça veut dire que si on a les moyens, si on continue à lutter, on peut y arriver également. Mais le climat, ceux qui y sont arrivés, on n'a pas les mêmes climats. Nous avons peut-être le désavantage, si je peux le dire comme ça, du climat. Tout à fait. Nous avons un désavantage qui est le climat.
Mais malgré le climat, si on a la volonté d'y arriver, on peut y arriver, surtout en mettant les moyens nécessaires. Je pense qu'on peut y arriver. Parce que quand on parle de cas de paludisme, pour parler de zéro cas, souvent on parle de zéro cas chez les autochtones. C'est-à-dire ceux qui sont du milieu, qui vivent dans le milieu. Parce que, par exemple, si un voyageur vient dans un milieu et qui développe le paludisme, on ne va pas considérer ça que ça c'est un cas qu'il faut compter parmi les cas du pays. Ah Donc bon? on parle de zéro cas, on parle de zéro cas chez les autochtones. Zéro cas chez les autochtones. D'accord. Donc l'étranger qui vient n'est pas compté dans les Cas statistiques. du pays, les statistiques du pays. D'accord. Alors là, moi, j'ai une question depuis des années. Hein, on parle du paludisme. J'ai dit tout à l'heure, depuis 2007, que cette journée a été instaurée officiellement. Comment déjà comprendre, docteur, hein, que la première cause de recours aux soins de santé soit si difficile alors à éradiquer? C'est une grande question et c'est toujours d'actualité et c'est surtout ça qui fait que on a du mal à y arriver à zéro cas. Alors pour mieux comprendre, nous allons revenir sur la définition et comment ça se transmet et ça va nous aider à comprendre pourquoi c'est si difficile à éradiquer. Alors, le paludisme, comme vous le savez tous, c'est une maladie surtout chez les personnes vulnérables. Et qui est causé par les parasites du genre Plasmodie, qui est le principal vecteur, qui est l'anophèle femelle. Donc il faut savoir qu'il y a le mâle et les femelles. Et les mâles ne transmettent pas le paludisme, ce sont les femelles seulement qui transmettent du moins le paludisme. Donc si un seul moustique infecté pique un individu sain, c'est suffisant pour lui transmettre le paludisme. Alors, la transmission, comme je l'ai dit, on parle de transmission directe et indirecte. Alors, l'indirect, c'est ce que fait le moustique qui va piquer un individu déjà infecté et prendre la maladie et venir maintenant piquer un individu sain et lui transmettre le paludisme. Alors, le direct, c'est que ça peut arriver que lors d'une transfusion sanguine, qu'il y a un échange de ces plasmodium là, de quelqu'un qui est malade à quelqu'un qui est sain, donc on parle d'accident transfusionnel, ou bien les cas qu'on voit les plus généralement fréquemment, c'est la transmission transplacentaire, c'est-à-dire la maman développe le paludisme sur la grossesse et en accouchant, elle accouche un bébé avec le paludisme. Donc il a transmis le paludisme à l'enfant dès le ventre. Donc on parle de direct transplacentaire. D'accord. Alors, voilà les différents types de modes de transmission qui rendent beaucoup plus difficile d'avoir la capacité de tout contrôler pour en arriver au zéro cas. Parce que si déjà on n'arrive pas déjà à éradiquer les moustiques, il faut déjà qu'on réussisse à empêcher que les moustiques piquent les individus qui vont développer la maladie. Ensuite, d'autres moustiques vont venir piquer ceux qui sont déjà malades maintenant et apporter la maladie maintenant à ceux qui ne sont pas malades. On ne peut pas tuer tous les moustiques? On peut y arriver si on a vraiment les moyens, mais dans nos contextes ici, qu'on va y revenir, des raisons qui font que c'est difficile d'éradiquer complètement les moustiques, parce qu'on vit dans une zone, particulièrement vous prenez Cotonou, c'est difficile. Parce que dès qu'il pleut une seule fois, toutes les rues, toutes les maisons sont inondées. Là, ça va être difficile de réussir à éliminer tous les parasites. C'est ce qui rend plus difficile l'éradication du paludisme. D'accord. Alors, et les symptômes du paludisme, docteur, sont-ils toujours les mêmes depuis qu'on en parle, ou bien il y en a d'autres? Bon, pour les symptômes du paludisme, les signes demeurent toujours les mêmes, même peut-être avec plus de gravité de plus en plus. Alors, vous devez savoir que lorsque la personne est piquée par une moustique déjà infectée, le lendemain, ce que la personne sent comme manifestation n'est pas forcément des moustiques d'hier. Donc il faut un minimum 10 jours après la piqûre, parce que le paludisme va rentrer dans l'organisme, subit des phases sur des phases avant d'arriver au stade où ça va se déverser dans le sang et provoquer maintenant les symptômes qu'on a premièrement comme la fièvre. Donc il faut 10 à 15 jours pour que ces manifestations commencent. Alors, on a fait la différence, en fait on a scindé ça en deux grands groupes, qui est le paludisme simple et le paludisme grave. Stade paludisme simple, c'est gérable facilement, mais quand ça passe au paludisme grave, c'est compliqué.
Alors, les paludismes simples, comme vous le savez, les premiers signes qui apparaissent, c'est généralement la fièvre, à cause d'une parasitémie qui est là. Donc, la fièvre va venir. Ensuite, maintenant, les courbatures, les nausées, les vomissements, les maux de tête vont s'ajouter. Alors, lorsqu'on fait la goutte épaisse ou un test de diagnostic rapide, on voit que vous avez le paludisme. Donc, on dit que vous avez le paludisme simple. Et le traitement encore simple. Mais à un stade où que rien n'est fait à ce stade, où on se retrouve avec les enfants de moins de 5 ans ou les femmes enceintes, et que en moins de 24 heures que rien n'est fait, c'est possible de passer de simple au grave. Au grave, d'accord. Et là, les signes de gravité vont commencer par s'installer. Chez les enfants, particulièrement, l'enfant qui est tout le temps actif, qui s'amuse, à un moment donné, il n'arrive plus du tout à manger, il n'arrive plus du tout à téter, prendre les seins, il faut savoir déjà que le paludisme est déjà grave dans ces cas-là. Ensuite, lorsque vous voyez un enfant qui change de comportement, il devient fatigué, il se couche tout le temps, alors qu'il n'a pas cette habitude-là. Là, il faut déjà commencer par s'inquiéter. Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'arriver au stade de gravité? Lorsque vous voyez un enfant, communément ce qu'on appelle chez nous, l'enfant fait une crise, c'est déjà un stade où ça provoque l'atteinte neurologique et l'enfant commence par faire des crises. Et je profite en même temps pour demander aux parents, lorsque votre enfant fait une crise, arrêtez de mettre des cuillères ou des Zorro ou quelque chose dans la bouche de l'enfant. Vous créez encore des plaies qui rendent encore difficile la prise en charge chez l'enfant. Quand un enfant fait une crise, il faut le tourner du côté gauche, le laisser finir la crise et courir pour l'hôpital. Et si vous devez courir en même temps, c'est que vous avez un véhicule dans lequel quelqu'un garde l'enfant sur le côté gauche, le temps d'arriver à l'hôpital. Pourquoi sur le côté gauche? C'est une position de sécurité qui permet, parce que vous regardez l'estomac est du côté gauche. Lorsque l'enfant fait des crises et que vous le mettez du côté droit, ça peut renverser le contenu de l'estomac et l'enfant va rejeter complètement tout ce qu'il a dans l'estomac et ça va rentrer dans les poumons. Vous allez créer une pneumopathie qui va accompagner maintenant le tableau du paludisme de l'enfant. Et c'est la faute aux parents. Donc, vous gardez l'enfant en position derrière, sur le dos ou sur le côté droit, vous mettez cuillère, ça ne va pas aider l'enfant. Ça va plutôt encore traumatiser la cavité buccale de l'enfant et les plaies vont s'installer et ça va encore prendre du temps pour se cicatriser. Donc c'est pour ça qu'il faut simplement tourner l'enfant du côté gauche et le temps d'arriver à l'hôpital pour qu'on calme la crise. Donc quand déjà la crise est là, sachez que déjà qu'on est à un stade de paludisme grave. Ce n'est pas seulement le paludisme qui donne la crise, c'est pour ça qu'il faut faire les tests, il faut demander la goutte épaisse ou faire les tests de diagnostic rapide pour s'assurer que vraiment que c'est le paludisme qui donne cette crise. Parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner une crise chez un enfant. D'accord. Lorsque l'enfant également commence par avoir des difficultés à respirer, là il faut savoir, c'est-à-dire la respiration peut-être devient trop rapide ou bien trop faible, là il faut s'inquiéter déjà qu'on est déjà à un stade de gravité. D'accord. Lorsque vous voyez que la main, la paume de main, puis des plantes des pieds ou les yeux de l'enfant deviennent pâles, sachez qu'il y a déjà l'anémie. Voilà ce qui tue le plus facilement pour les enfants en cas de paludisme grave, c'est l'anémie. Parce que le parasite est en train de parasiter l'hémoglobine, les globules rouges, et l'enfant est en train de perdre les hémoglobines. Et si vous ne courez pas ou ne faites pas vite, c'est ça qui va emporter l'enfant. Même moi, l'adulte, j'ai fait un cas comme ça la dernière fois, hein, très anémié, très fatigué. Bon, ce mal, on le banalise, mais il est quand même dangereux. Hein. Il est très dangereux. Il est trop dangereux. Alors, si je continue, lorsque vous avez votre enfant qui urine et que l'urine devient Coca-Cola, il y a la plupart des... Ça existe vraiment, cette urine Coca-Cola là? Bien sûr, c'est le quotidien de la pédiatrie. Les enfants pissent, ça change de couleur. Sachez que quand ça change de couleur, il y a déjà l'hémoglobine qui est parasitée, qui traverse les reins. Et en traversant les reins sont obligés d'éliminer ces déchets-là. Donc le sang que l'enfant perd passe également dans les urines. Si vous ne courez pas, c'est l'anémie qui va emporter l'enfant. Et au même moment, quand on a tous ces signes-là, vous savez que les reins également seront touchés. Donc les déchets, tout ça va bloquer la filtration au niveau des passoires des reins. Également, ça va se bloquer. La personne, l'enfant n'aura plus envie d'uriner. C'est-à-dire l'urine n'est plus produite. Et du coup, l'enfant rentre en anurie et il fait une insuffisance rénale sur le paludisme. Waouh! Ouais, c'est très, très rapide. Ça c'est beaucoup de complications. Hein. Oui, c'est ça qui fait que c'est mortel. Un simple paludisme. Donc finalement, le paludisme n'est pas si simple. Hein. C'est vrai qu'on s'en est accommodé, mais il n'est plus si simple. Il n'est pas si simple que ça. D'accord. Au même moment, quand l'urine devient un Coca-Cola, où vous allez voir le blanc des yeux également commence par changer de couleur. Donc l'ictère commence par apparaître au niveau des yeux des enfants.
Quand vous avez ça, sachez que ça entre déjà dans la gravité, le paludisme. L'autre chose, c'est que vous voyez, lorsque dans nos contextes ici, l'enfant fait le paludisme, on a trouvé une potion en griffe et qu'on a donné à l'enfant, on a supposé que le problème est réglé, alors qu'en fait, le paludisme n'est pas parti, les parasites continuent toujours les multiplications soudines. La rate, qui est l'organe qui va censé éliminer les déchets, filtrer le sang, va se retrouver confronté à cette bactérie-là et il va prendre du volume. En prenant du volume, c'est ça qu'on appelle la splénomégalie. Et là, encore, dans nos contextes ici, les gens vont l'assimiler à du blabla. Ça veut dire quoi? C'est un nom qui donne lorsque la rate de l'enfant grossit. Okay. Et la connotation, c'est qu'on ne soigne pas ça à l'hôpital. Il ne faut jamais piquer l'enfant qui a du blabla. On se retrouve chez quelqu'un de graissé à côté qui utilise des trucs que je ne vais pas citer ici pour faire des scarifications sur le ventre de l'enfant. Encore une source d'entrée des bactéries. Donnant l'impression que oui, que ça va fonctionner. C'est ce qui fait qu'en fait, on a du mal à avoir le contrôle sur cette maladie. Parce que quand ça commence en stade de paludisme simple, on n'a pas vu les parents. Maintenant, ça arrive au stade grave, encore on refuse de soigner l'enfant. Et on va d'abord faire un traitement, soit disant qu'on ne soigne pas ça à l'hôpital. Et le temps de quitter là-bas pour arriver à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Finalement, c'est l'hôpital qui soigne ça. Finalement, c'est l'hôpital qui soigne. Au départ, c'est pas l'hôpital. C'est pas l'hôpital. On a fait notre qualification, ça n'a pas fonctionné. L'enfant se retrouve totalement pâle, maintenant, n'arrive même plus à manger, il rentre dans le coma. C'est maintenant qu'on vient à l'hôpital. Si on a la chance et que c'est encore récupérable, c'est récupérable, mais dans la plupart des cas, on récupère difficilement. On a déjà vu des gens qui ont quitté le Nigeria pour venir ici, pour venir soigner, parce que là-bas, on leur a dit que c'est du blabla. Et ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y a aussi un problème avec les parents. Parce qu'il y a un parent peut-être qui n'est pas d'accord avec ce qui se dit et l'autre est d'accord. Donc ça crée un problème pour la prise en charge de l'enfant. Mais celui qui n'est pas d'accord, s'il a le pouvoir de décider, il prend son enfant, il sort de ce milieu, il va soigner l'enfant et il revient à la maison. Donc c'est sur ce point-là qu'on va d'abord toujours continuer à demander à la population que si l'enfant est malade, c'est d'abord l'hôpital, faites d'abord le diagnostic de ce que l'enfant a avant de chercher une potion ou quoi que ce soit pour donner à l'enfant. Mais lorsque vous venez trop tard, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que c'est une maladie qui peut tuer en moins de 24-48 heures si vous ne faites rien. Ça dépend du terrain sur lequel ça vient. Donc, en dehors de ça, on peut avoir il y a ce qu'on appelle l'acidose métabolique. L'acidose métabolique, c'est-à-dire qu'il y a trop de l'acide, comme vous l'entendez, dans le sang de l'enfant. Et l'enfant va se retrouver en train de... L'enfant qui va commencer par parler, raconter des choses que vous ne comprenez pas. Donc, comme un adulte qui délie, quoi. Donc, ces délits-là, quand ça commence, là, sachez qu'il y a déjà l'acidité qui est déjà trop dans le sang de l'enfant, qu'il faut une prise en charge rapide. Alors, voilà un peu quelques signes. Parmi tant de signes qu'on peut avoir, il peut arriver également que certains enfants qui ont un trouble de coagulation commencent par saigner de partout. Du nez, de la bouche, de l'anus. Et quand c'est comme ça, l'enfant a une coagulation, une coagulopathie. Là également, ça fait partie des signes de gravité. Ou carrément l'enfant perd connaissance d'un coup. Et il chauffait depuis 3 jours, depuis 4 jours, et puis on n'a rien fait, on a donné des paracétamol simplement, ça n'a pas cédé. En moins de 3 jours, l'enfant entre en coma. Ça également, il faut vite courir à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Vous voyez comment c'est grave. Selon les cas. Selon les cas. Et si, au stade du paludisme simple, que rien n'est fait qu'on arrive à ce stade-là, le reste ce n'est que la prière. D'accord. Maintenant, en matière de prise en charge, docteur, quel est le processus? Pour la prise en charge, ce n'est pas trop compliqué si on s'y prend à temps. Il y a des traitements codifiés faits à base des produits d'artéméter lumefantrine, qui est le commun qu'on utilise pratiquement dans les traitements du paludisme et qui est presque dans toutes les pharmacies, qui est servi sans ordonnance. Mais lorsqu'on ne fait pas la preuve du paludisme et qu'on prend le médicament, soyez sûr que ce que la personne a ne va pas s'améliorer. Parce que si ce n'est pas le paludisme, la personne va prendre tellement de traitements de paludisme chaque fois, ça ne va pas marcher. Et il aura l'impression que le traitement qu'il est en train de prendre, ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'il traite en fait les mauvais diagnostics. Si c'est vraiment le paludisme en stade simple, quand vous prenez la combinaison qui est utilisée sur 3 jours, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, lorsque ce n'est pas fait, ou que, là aussi, la charge parasitaire, c'est-à-dire, ça c'est le bilan paraclinique, ça, c'est-à-dire quand vous arrivez déjà à l'hôpital, parce que ça là, ce n'est pas possible à la maison, il faut arriver à l'hôpital, qu'on fasse la charge parasitaire pour voir
si vous avez une charge paritaire qui est élevée dans les 100 jusqu'à 250 000, là, ça va être difficile de prendre un antipaludique simple sur 3 jours pour avoir satisfaction. C'est pas possible. D'accord. Ça aussi fait partie des signes de gravité. Là, il faut aller d'abord en forme injectable, qui est également disponible sur le marché, qui est la tesonate injectable ou la TMT injectable, qui est utilisée dans les traitements de paludisme grave. Et 3 doses en intervalle de 0, 12 heures, 24 heures, selon la charge parasitaire. Ensuite, maintenant, on fait le relais, maintenant par le traitement de 3 jours. Donc, en moyenne, 5 jours à 7 jours, le traitement est codifié et la personne retrouve la santé. Maintenant, ce qui rend plus difficile, c'est la prise en charge des complications en cas de paludisme grave. D'accord. Parce que s'il y a crise, il faut prendre en charge. S'il y a fièvre, là, il faut prendre en charge. S'il y a problème de rein, il faut prendre en charge. S'il y a problème de respiration, il faut prendre en charge. C'est ce qui rend les traitements plus lourds et plus coûteux pour les parents. C'est pour ça qu'on dit toujours, aujourd'hui, vous pouvez trouver un antipaludique à un prix forfaitaire de 585 francs sur le marché. Et si vous ne traitez pas au stade simple avec 585, vous allez vous retrouver avec 50 000, avec 60 000 pour la prise en charge du grave. Donc je pense qu'il n'y a pas comparaison à faire. Parce que si on peut utiliser 500, pourquoi attendre d'utiliser 50 000? Encore qu'on sait que les temps dans lesquels on est actuellement, les moyens financiers... On attend un peu de voir si c'est réellement le paludisme. C'est nous-mêmes qui faisons le diagnostic à la maison. On attend si c'est réellement le paludisme. Bon, généralement, c'est quand ça nous dépend, c'est que quand les douleurs sont insupportables, qu'on a recours aux soins de santé. C'est généralement ça qu'il faut éviter. Parce que si déjà les premiers signes sont là et que vous vous êtes déjà rendu à l'hôpital et qu'on a fait le diagnostic, c'est juste un paludisme simple, votre traitement là, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Bon, je ne peux pas avoir de simple maux de tête ou un peu de fièvre et me rendre à l'hôpital. C'est ce que vous me demandez. C'est ce que je dis. Ah. Quand vous avez tout de suite fièvre, là. Oui, quand vous avez une fièvre en une journée, vous tirez le paracétamol. Après, si c'est de temps, ça recommence. Sachez qu'il y a quelque chose forcément derrière. Alors, qu'est-ce que vous allez traiter sans savoir ce que vous avez? Bon, on va boire l'infusion là, le crin-crin avec le citron, espérant que ça marche d'abord, non, docteur? Mais bon, nous, on ne fait rien du tout et vous voulez qu'on aille à l'hôpital. C'est Vous savez, je pense que c'est une mentalité qu'on va progressivement apprendre à changer. Parce qu'on se dit, peut-être c'est à cause des moyens financiers que si je vais à l'hôpital, c'est qu'il faut que je paye la consultation, il faut que je paye ici. Maintenant, s'il y a une prise en charge... Quand tu t'élèves avec 0 francs, tu n'as rien, on te dit d'aller à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, déjà, on te regarde, on te fait consultation 3500. Ça, c'est d'entrée, hein, tu n'as encore rien fait. Ça, c'est dans le public même. Quand tu t'en vas dans le privé, je ne veux même pas parler du privé ou pas du public, consultation 3500, tu vas maintenant voir le médecin. Le médecin te demande un bilan de santé. Tout au moins, il te fait le test, là, le test rapide. Ça, c'est gratuit. Maintenant, s'il ne voit rien, il va te prescrire des médicaments. Il te fait demander des analyses. Et ces analyses-là, banalement, des fois, tu te retrouves à 20 000 selon les cas. Imaginez, docteur. Vous-même imaginez. Là, je vous raconte le quotidien de nous tous, puisque le paludisme nous concerne tous. C'est ça, en fait, en réalité. Effectivement, c'est ça. Et... lorsqu'on y prend par exemple que ce que vous devez faire avec 20 000 comme vous le dites et que vous ne l'avez pas fait et que ça vous met totalement en position couchée, vous savez combien vous allez dépenser après? J'imagine. Ah voilà. En fait, il faut peser. Maintenant je le fais ou après je le fais. Si après je dois le faire, ça me fera plus de 10 fois le nombre de prix que je dois le faire maintenant. Mais je pense que c'est une question d'assurance santé par exemple. Si on a un système de prise en charge systématique en cas de petits problèmes, je pense qu'on ne va pas réfléchir de cette façon. Combien sommes-nous à cotiser pour l'assurance, docteur? Justement, c'est une autre question, presque de santé publique, mais combien sommes-nous à cotiser pour l'assurance? Des fois, on pense même que les assureurs veulent bouffer notre argent, on cotise pour rien pour eux, il faudrait être malade d'abord avant. En fait, on réfléchit beaucoup, hein. Ça, je ne vous le cache pas, on réfléchit beaucoup avant de souscrire à une assurance. C'est une réflexion. Mais à un moment donné aussi, il faut apprendre à accepter que l'organisme ne peut pas être pareil pour toujours. À un moment donné, l'organisme a besoin d'entretien. C'est comme votre véhicule. Et vous savez combien vous dépensez dans votre véhicule au quotidien. Et l'organisme est pareil. Lorsque vous ne savez pas comment entretenir l'organisme. Alors qu'on ne réfléchit même pas pour faire l'assurance du véhicule. Pas du tout. Celle-là, elle est obligatoire. On ne négocie même pas. Lorsque c'est déjà rendu obligatoire, voilà. Je pense que tout le monde va s'assurer. Mais on y vient progressivement avec
justement, le projet H. Et au-delà de ça, je pense bien que le gouvernement a imposé que tout le monde ait une assurance maladie. Maintenant, je pense que ça va au moins couvrir un peu les débuts de maladie et également avec le panier de soins pensé pour donc soigner tout cela. Je crois qu'on va y arriver à l'assurance. Je pense bien aussi on y arrive même progressivement. Il faudrait qu'on prenne la chose au sérieux. Et je pense que lorsqu'on y sera, on aura beaucoup plus la main pour la prévention de n'importe quelle autre maladie en dehors du paludisme. Parce que c'est le drame qu'on a chez nous, c'est que c'est quand déjà au stade terminal qu'on va consulter. Et généralement, le soignant se retrouve dos au mur et il ne peut que faire ce qui est prévu. Et maintenant, commencez par prier pour que ça fonctionne. Mais si vous venez à temps, on sait comment faire pour ne pas en arriver à la gravité. Même s'il y en a toujours quelques cas qui vont échapper. Rien n'est parfait, rien n'est absolu. Donc, il y en a toujours quelques cas qui vont échapper. Mais au moins, le maximum, nous allons y arriver. On était sur le traitement. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres types de traitements qui seront utilisés en fonction du cas. Vous prenez par exemple un enfant drépanocytaire qui fait le paludisme grave. Il y a d'autres alternatives. Si la méthamphétamine par exemple, ou bien sûr la méthamphétamine injectable ou la tesonate injectable ne fonctionne pas, il y a la clénine qui est réservée pour ces jeunes enfants, ou la femme enceinte qui fait le paludisme sur la grossesse. Tout paludisme sur grossesse est considéré comme paludisme grave. D'accord. Même si c'est juste le mot de tête est là et que la densité paritaire est positive, c'est considéré comme un paludisme grave. Parce que la population vulnérable, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les voyageurs également, qui d'un milieu non endémique à un milieu endémique palus. Ceux-là sont beaucoup plus exposés à faire les formes les plus graves. Donc, chez la femme enceinte, dès que le paludisme est là, c'est considéré comme paludisme grave. Là également, on a les alternatives de faire la tesonate injectable ou de la quinine. Donc la quinine généralement est réservée pour les femmes enceintes et les drépanocytaires. Parce qu'avec le bénéfice-risque, on préfère que ce soit chez dans deux catégories là qu'on l'utilise. C'est pour ça quand un individu sain qui n'a aucune comorbidité ou une situation vulnérable demande qu'on lui fasse de la quinine, moi je n'accepte pas. Parce que c'est trop dangereux de prendre ces risques parce que vous pouvez faire la quinine tout de suite, maintenant là, il commence pas à hémolyser, faire une insuffisance rénale. Vous traitez toujours à la quinine? Oui, ça se fait toujours. C'est ce que je disais, chez les drépanocytaires ou les femmes enceintes. C'est réservé à ces deux grands groupes. Maintenant, les autres là qui souhaiteraient ça, ce sera leur choix. Mais on les explique que c'est trop risqué parce que les effets secondaires, c'est pour ça, c'est réservé particulièrement à ces deux grands groupes, pas à la masse populaire. Les artémétales infantines de 3 jours de traitement, ça suffit largement pour régler un problème de paludisme simple. Mais moi, j'ai senti que c'est nouveau, ce que vous dites, les artés. Non. Vous l'avez ramené? Non, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis toujours. Depuis, nous, on était petits comme ça. Mais c'est selon le cas que vous traitez à cela. Et justement, tout le paludisme simple est traité avec l'artémétale infantine. Ah, d'accord. Sur 3 jours. C'est tout. Injectable? Non, le simple, pas d'injectable. Par voie orale. D'un plaquet de 6 comprimés, un matin, un soir, pendant 3 jours. Je parle de l'injectable. Maintenant, pour l'injectable, 12 heures là. Oui, pour l'injectable, en cas de paludisme grave, avant c'était la quinine qui était le commun, tout le monde utilisait, mais vu les effets secondaires, l'OMS a fait d'autres recherches et d'autres molécules ont été ajoutées au traitement. Donc on préfère maintenant utiliser la tesonate injectable ou l'artémétère injectable. D'accord. Mais la tesonate c'est 12 heures d'intervalle et l'artémétère injectable c'est 24 heures d'intervalle. D'accord. Ce sont des méthodes modernes? Oui, des méthodes modernes qui donnent de très bons résultats si vous venez à temps. Toujours. Si déjà les complications, là qu'un enfant est en coma par exemple, ou bien un enfant, les crises ne s'arrêtent pas, il faut prier, on fait le mieux qu'on peut, mais on ne peut pas promettre grand-chose. D'accord. Un traitement de paludisme doit prendre combien de jours, docteur, pour qu'on soit totalement guéri? Pour qu'on soit totalement guéri, il faut, un paludisme simple, c'est 3 jours. Mais quand ça passe au stade de gravité, il faut au minimum, tout dépend de la charge parasitaire, 24 heures d'injectable, avec 3 injections séparées de 12 heures. Ensuite, maintenant, les 3 jours de paludisme simple sur ça. Les injectables, c'est pour casser, pour réduire la charge parasitaire, pour réduire ça au paludisme simple. Maintenant, il est d'utiliser maintenant le traitement du paludisme simple pour finir le traitement. Donc, maximum à 5 jours, vous êtes déjà sur pied. 4 à 5 jours, vous êtes sur pied. Mais ça peut arriver que la charge parasitaire soit élevée, que l'injectable prend plus de 2 jours. Ensuite, maintenant, on vient mettre
et la forme simple sur les 2 jours, maintenant pour finir le traitement. Ça peut arriver également qu'on va à 3 jours d'injectable, selon que l'enfant peut déjà manger ou déjà avaler ou pas. Ensuite, maintenant, finir le traitement avec le paludisme simple. D'accord. Voilà. Normalement, quand on commence par l'injection, les signes de gravité doivent pouvoir disparaître et l'enfant se retrouve au stade simple. Là, on met le médicament du simple et le traitement intermédiaire. Vous mettez toujours l'accent sur les enfants parce que vous êtes certainement en pédiatrie. Oui, parce que c'est les plus vulnérables. Parce qu'on sait que les adultes, la plupart du temps, quand l'adulte sent mal, tout ça là, il court facilement vite, il va chercher. Mais les parents, si c'est un enfant, comme c'est pas les parents même qui sentent les signes, et que l'enfant n'arrive pas à dire, maman, j'ai ci, j'ai ça, c'est difficile de pouvoir savoir réellement ce que l'enfant a. Et que on ne fait rien, c'est quand déjà que la fève va franchir à 40 degrés, qu'on remarque, l'enfant là, on dirait qu'il est en train de chauffer. Mais si c'est l'adulte, dès qu'il se sent mal déjà à l'intérieur, une petite fatigue là, il sent déjà que ça, il y a un problème. Mais l'enfant, il ne peut pas parler. Donc il faut pouvoir interpréter ce qu'il a pour pouvoir le soigner. Et là, les parents, parfois, quand les parents qui ne restent même pas à la maison et qui sortent le matin, qui reviennent vers 23 h, ils ne remarquent pas grand-chose, c'est la bonne peut-être qui va faire une remarque et va dire, il paraît que. Bon, c'est difficile dans ce cas. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les enfants. Parce que c'est la couche la plus vulnérable et c'est ceux qui meurent le plus. D'accord. Donc, au maximum, là, je compte quoi 6 jours, grand max. Max, soigner... 6. Bon, dans le traitement, on dit 5 à 7 jours, max. 5 à 7 jours. Ouais, parce que si c'est la quinine qu'on a utilisée, il faut 7 jours. D'accord. Est-ce que ça donne une immunité? Ce n'est pas une maladie à immunité. Mais les médicaments, aucune immunité. Voilà. C'est là on va revenir sur le sujet. Pourquoi on finit le traitement et quelques temps après encore, oui, on recommence. Alors, pourquoi ça ne donne pas cette immunité? Je vais vous expliquer le pourquoi. Lorsque le paludisme entre chez un individu sain et qui commence par la multiplication et que vous prenez le traitement pour les 3 jours, dans le traitement, l'OMS a fait de telle sorte que dans les médicaments, c'est une combinaison, j'ai dit artéméter et lumefantrine, 2 molécules ensemble combinées pour traiter le paludisme. Il y a l'artéméter et la lumefantrine qui agissent en synergie sur le plasmodium. Ils vont ensemble régler le problème sur place. Mais la lumefantrine, lui particulièrement, a un effet protecteur sur 3 mois. Et cet effet protecteur, c'est déjà organisme dépendant. Et on va arriver pourquoi on échoue d'avoir 0 cas. Et vous allez comprendre, il arrive déjà, en tout cas, des preuves sont déjà là, qu'il y en a des gens qui développent déjà une résistance à ces artéméter lumefantrine. Ce qui fait que la lumefantrine ne couvre plus les 3 mois qu'il faut pour protéger la personne. Vous savez, vous avez le paludisme, ça veut dire qu'il y a une source qui vous donne le paludisme. Bien sûr. Alors il faut éradiquer la source. Maintenant, vous n'éradiquez pas la source, vous prenez le traitement. Quand l'effet du médicament va finir dans votre organisme, le paludisme va recommencer. Il n'y a pas de la magie. Ce n'est pas une maladie, on peut dire parce qu'on a déjà fait ce traitement une fois qu'on est protégé à vie. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train de mettre... Pas à vie, mais au moins sur 3 mois minimum. Voilà, le minimum, c'est 3 mois. On peut avoir 3 mois, mais des fois, on n'a même pas les 3 mois. Pourquoi vous vous laissez piquer par les moustiques? C'est la question. Parce que vous savez déjà que vous êtes dans un milieu où les moustiques vous piquent. Sachez que lorsque vous finissez le traitement du paludisme, si vous laissez encore les moustiques vous piquer, vous n'allez pas franchir les 2 mois avant de recommencer. On peut y arriver à l'éradiquer complètement, mais déjà que dans notre tête, déjà, on commence par développer les bonnes attitudes. Parce que si j'ai un mal, comme je l'ai dit sur ce plateau, vous avez un mal que vous essayez de soigner, vous finissez, vous revenez à votre vie ancienne. Et vous continuez. À quel moment vous voulez finir avec ce qui vous rend malade? C'est pas possible. Ça, c'est le grand problème avec le paludisme. Vous pouvez traiter avec les médicaments les plus puissants du monde. Si l'effet du médicament a une durée de vie dans l'organisme, si ça finit et que vous vous laissez encore piquer par les moustiques, vous allez recommencer. D'accord. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément dans la recherche, mais est-ce que c'est possible de créer une immunité au traitement? Actuellement, depuis, je pense, 2021, l'OMS est en train de accepter les vaccins qu'on va commencer chez les enfants et pour pouvoir les permettre de diminuer les formes les plus graves. Pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qu'on peut dire oui, c'est déjà une immunité, que les enfants ne feront plus le paludisme, non. Mais au moins, on va éviter les formes graves. Et ça va permettre à ce que quand c'est venu directement, on soigne l'enfant et qu'il se met toujours sur pied et il sera beaucoup plus épanoui, grandir comme cela se doit. Mais
on va laisser cette question-là aux chercheurs pour nous aider à trouver un moyen définitivement de ne pas de plus développer le paludisme ou bien trouver un moyen pour rendre peut-être stériles les moustiques. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui font de la culture des moustiques. Voilà. Donc, ils peuvent investir nos champs de moustiques OGM, ou bien, enfin, des moustiques. En tout cas, trouver le moyen pour rendre inoffensif. Génétiquement modifiés les moustiques. Dans les laboratoires pour pouvoir. Pourquoi pas? On peut toujours investir. C'est ça. D'ailleurs, peut-être à cela que le thème appelle les États membres pour innover. C'est ça, l'innovation. Innovation pour qu'on atteigne le 0 cas de paludisme. Certainement qu'on va y arriver. Alors, docteur, vous le savez, pour lutter contre le paludisme, eh bien, l'un des moyens de prévention, on le sait tous, ce sont les moustiquaires. Mais entre-temps, quand les campagnes ont démarré, on avait parlé de moustiquaires imprégnés. Qui imprègne encore sa moustiquaire de nos jours? Ça, c'est la grande question qu'on va poser à nos dirigeants. Parce que moi, je me rappelais, à vrai dire, mon papa a un relais communautaire qui était un point focal pour le traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, et la diffusion des moustiquaires imprégnés. À un moment, il y avait un moment où on nous avait envoyé les comprimés. Les comprimés, on nous a même montré comment l'utiliser. Oui, comment l'utiliser. Et on imprégnait à une certaine durée. Il faut réimprégner les moustiquaires. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Et les moustiquaires également, qu'on sait aujourd'hui, on sait déjà, en tout cas, je vais y revenir, comment ça fonctionne et qu'il y a combien de temps les moustiques déjà commencent pas déjà se faufiler. Donc, c'est difficile pour ces moyens de prévention, si ce n'est que pour les moustiquaires. Parce que le problème va se poser, surtout pour les zones les plus reculées. Et c'est vrai, je vais même dire pas de reculer dans Cotonou, parce qu'on est dans un bas-fond de moustiques terrible. Et je vais expliquer pourquoi c'est si difficile encore dans Cotonou d'éradiquer les moustiques. Alors, dans les moyens de prévention, l'État met des moyens pour pouvoir prendre des moustiquaires imprégnés, pour pouvoir distribuer à la population. Mais moi, je dis, j'aurais aimé qu'il y a les agences du ministère sur ils sont tous sur le terrain pour justement la journée. Ils sont tous mobilisés. Non, on aura l'élément témoin tout à l'heure à suivre pour qu'ils puissent donner les chiffres, les moyens, etc. Ce qu'ils font dans le cadre de la thématique. Donc, ne vous en faites pas, on va les écouter tout à l'heure si tout va bien. Alors, dans les deux moyens, comme vous l'avez déjà cité, il y a les moustiquaires imprégnés. Bon, moustiquaires, est-ce que c'est encore imprégné? Ça, c'est la question qu'on va laisser répondre à ceux qui sont habilités à le répondre. Et il y a aussi les méthodes de pulvération intradomiciliaire. À effet rémanent, on ajoute souvent à effet rémanent, parce que c'est des systèmes qui permettent de se débarrasser des chambres et autres là, des moustiques. Et avant maintenant de rentrer dedans et de finir la soirée dedans. Mais c'est bien vrai que c'est difficile, on va y revenir. Vous savez pourquoi les deux méthodes-là ont du mal à fonctionner? Parce qu'il y a un niveau où, dans nos contextes, dans nos milieux, dans Cotonou par exemple, qui fait que lorsqu'il pleut, il y a de l'eau partout. Dans la construction des moyens de canalisation, pour drainer les eaux, on a fait des caniveaux à ciel ouvert. Oui. Mais ça va être difficile. Moi, je suis resté pas trop loin des caniveaux. Je sais quelle quantité de moustiques j'ai tous les jours. Le jour comme la nuit. Vous les avez mesurés? Parce que c'est dans ma chambre, je les vois à l'œil nu. Je vous taquine. Je les vois à l'œil nu. Parce que les moustiques sont énormes. À une quantité même, dans le jour, à midi, comme ça, tu ne peux pas te coucher sans te mettre sous moustiquaire. Les moustiques vont te piquer. Maintenant, on dit les moustiques anophèles femelles piquent la nuit plus que le jour. C'est donc ceux-là qui piquent la nuit qui donnent le paludisme. Mais on a compris, en tout cas, selon les dernières nouvelles, les derniers rapports de l'OMS, il se pourrait que ces moustiques-là commencent par piquer déjà tôt dans la soirée. Le temps que vous mettez les moustiquaires, le temps que vous mettez les trucs pour chasser les moustiques, ils ont déjà piqué, ils sont déjà sortis de la maison. Et c'est ce qui rend difficile cette lutte, parce que si dehors on n'a pas un moyen de contrôler la multiplication de ces plasmodiums, on aura du mal à avoir accès à la capacité de contrôler la piqûre des individus sains. C'est ce qui rend difficile la lutte. La lutte. Il faut un moyen d'abord déjà, et ce moyen-là, ce n'est pas la population, ce n'est pas
les individus qui vont apporter ce moyen parce que c'est l'État qui met les projets pour construire les canalisations, pour drainer les eaux en cas de pluie. Ces canalisations sont à ciel ouvert. Ces caniveaux sont énormes. Énorme. Oui, je conçois, hein, docteur, c'est vrai ce que vous dites, parce que moi, je suis restée à Kpakpa. Je n'ai pas la joie de rester là-bas parce qu'il y a plusieurs caniveaux. Mais est-ce qu'il faut fermer ces caniveaux? C'est aussi l'interrogation. Quelle stratégie pour construire ces caniveaux-là qui vont drainer les eaux et dans le même temps nous éviter le paludisme, la prolifération des moustiques? En fait, c'est beaucoup d'interrogations. Ce que vous dites est vrai. On va laisser cette question à des experts. L'État, c'est nous tous. Donc, nous pouvons accompagner à travers des idées. Tout à fait. Nous tous, nous sommes l'État. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut que dire ce que nous vivons. Maintenant, aux experts dans le domaine de réfléchir et de voir dans quelle mesure empêcher cette multiplication des moustiques. Parce que nous, en tant que citoyens, on a vu que les moustiques se multiplient beaucoup dans les eaux, dans les caniveaux et autres là, qui laissent sortir ces moustiques qui viennent dans les chambres. Maintenant, à ceux qui sont experts dans le domaine, comment faire pour éviter que ces multiplications continuent? Ou, même si on doit laisser à ciel ouvert, quels moyens utiliser pour éviter qu'il y ait des multiplications des moustiques? En pulvérisé, vous en avez parlé justement, mais on n'a pas vu ce truc depuis des années. Moi, j'étais encore toute petite quand cela se faisait. Donc là, on n'a plus jamais vu. Plus jamais. Donc pourquoi? Bon, on va laisser cette question à ceux qui sont habilités à répondre à cette question. Mais ça aurait pour du moins continuer toujours à éviter, à limiter les dégâts que pose le paludisme. Mais pourquoi il n'y en a plus ces moyens-là? Peut-être il y a une raison que nous, en tant qu'individus, on ne sait pas. Oui. Il faudra qu'on précise que pour ce plateau, nous avons invité le CNLSTP pour participer donc aux échanges comment atteindre le 0K, puisqu'ils ont lancé, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a lancé la campagne 0K de paludisme. Je m'engage en 2020, si ma mémoire elle est bonne. Où en est-on dans cette campagne-là? C'était entre autres questions que nous avons prévu leur poser, mais ils sont tous sur le terrain selon nos retours. On a quand même insisté, ils sont tous sur le terrain actuellement dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, dans le cadre des manifestations de cette journée de lutte contre le paludisme, raison pour laquelle ils n'ont pas pu faire le déplacement. C'est ce que j'ai manqué de vous dire depuis le début de cette émission. Mais puisqu'on parle de moyens de prévention, il faudrait bien qu'on le précise. Mais on a prévu quand même vous faire suivre un élément témoin pour que vous puissiez avoir une idée de comment la lutte se mène et comment atteindre ce cas de zéro paludisme si possible. Alors, docteur, nous allons continuer. En dehors de ce que l'État peut apporter, on ne peut que dire à ceux qui ont les moyens de procurer des moustiquaires imprégnés. Alors, si des moustiquaires, même si ce n'est pas imprégné, au moins ça va empêcher que les moustiques entrent en contact direct avec surtout les enfants et les femmes enceintes, même les personnes aussi qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Il y a aussi les moyens. Bon, je reviens sur les moustiquaires. Il y a un autre problème au niveau des moustiquaires. Lequel? Lorsque l'État, par exemple, fait des dotations, selon le nombre d'enfants dans chaque foyer, il y a le fait que les moustiquaires ne durent plus. C'est-à-dire, ça se déchire, ou les enfants, en dormant, se tournent dans tous les sens, et puis les moustiquaires sont usés. Maintenant, à quel moment l'État... On renouvelle? On renouvelle. Maintenant, les parents qui n'ont pas les moyens d'acheter, ils mettent de côté simplement les moustiquaires. Est-ce que les femmes enceintes n'en reçoivent pas gratuitement? Oui, les femmes enceintes reçoivent. Sont enceintes, oui, et les enfants également, je pense à 9 mois également, en reçoivent. Donc, maintenant, si ceux-là qui ne sont pas dans cette tranche-là, vont faire comment? Et il y en a des gens qui ont 5 enfants, 6 enfants à la maison, à qui, dans les programmes-là, ils n'ont eu que 2 moustiquaires ou 3 moustiquaires maximum, et qui se supposent que les enfants doivent dormir au même endroit. Et supposons maintenant les enfants en dormant au même endroit, les moustiquaires là, facilement tout est déchiré. On fait comment? Et s'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer aussi parce que avec le nombre d'enfants, avec le nombre de bouches à nourrir, c'est compliqué de les demander d'aller en pharmacie. Parce que moi, il y a tout le temps des femmes qui me demandaient, docteur, comment ils peuvent avoir un moustiquaire. Et dit, honnêtement, je n'en ai pas et je ne suis pas dans le programme de distribution. Moi aussi, quand j'en ai besoin, que je n'en ai pas, je vais en pharmacie que je vais acheter. Voilà, ça c'était ce que je voulais ajouter sur les moustiquaires. Maintenant, il y a d'autres méthodes qui sont propres à chacun de nous. Parce qu'on peut dire, l'État doit faire ci, il va faire ci pour nous aider. Maintenant, quand l'État fait ce qu'il a déjà à faire pour nous aider, qu'est-ce que nous-mêmes on fait en tant que citoyens pour éviter d'attraper le paludisme? Ça, c'est déjà le premier niveau. Vous savez que, je vais toujours revenir sur les enfants, les soirs, à partir de 19h, 20h,
personne ne se préoccupe des enfants. Et on sait que quand ils vont vouloir dormir, on va mettre sous moustiquaire. Parce que quand ils posent la question, est-ce que vous dormez sous moustiquaire? On dit oui. Mais l'enfant fait le paludisme grave. Comment c'est possible? En fait, c'est la question. Parce que déjà, dans les soirées, les enfants vont s'amuser. Les enfants vont s'asseoir devant la télé. Ils vont regarder des dessins animés. Les adultes également seront là, exposés aux moustiques, qui vont déjà attraper la maladie avant maintenant le soir, 23h, 24, 0h, aller se coucher dans le moustiquaire. Ce n'est pas suffisant si vous voulez éradiquer le paludisme. C'est déjà, dès 19h là, qu'il faut commencer par déjà éviter le paludisme. Donc cela suppose que vous savez que il se fait nuit et que les moustiques vont commencer par sortir. Là, vous savez comment protéger vos portes avec les grillages parce que l'État ne va pas venir mettre des grillages devant vos fenêtres. C'est vous-même qui allez vous débrouiller pour le faire. Vous devez savoir si vous n'êtes pas allergique aux produits qui repulsent les moustiques. Essayez de mettre dans vos chambres et fermez la porte hermétiquement. Et après, vous revenez à l'intérieur. Il y a aussi des spirales que les gens allument. Il faut faire attention avec ces spirales, surtout avec les enfants. Si un enfant inhale ces fumées-là, ça peut être fatal. Donc, vous faites très attention. C'est pour ça quand on met, on ne reste pas à l'intérieur. On sort le temps que ça se dissipe avant de revenir. Maintenant, si les gens sont allergiques à ça, il faut éviter. Maintenant, il y a d'autres catégories de personnes qui pensent qu'ils peuvent dormir et mettre de climatisation ou mettre des bracelets ou ventilateurs et ne pas mettre de moustiquaires. Ça coupe leurs airs à ce qui paraît. C'est ce qu'on entend. C'est faux? C'est des hypothèses qui ne sont pas vérifiées parce que essayez de rester dans la climatisation. Ça dépend de quelle température vous mettez la climatisation. D'accord. Vous avez parlé du climat qui est un peu en notre défaveur. Lorsque c'est très frais, les moustiques ont du mal à se déplacer. Mais à quelle température vous allez mettre votre climatisation et vous-même, vous n'aurez pas la fraîcheur. Froid. Vous aurez froid. Et du coup, vous êtes obligé de diminuer. Quand vous diminuez aussi, les moustiques aussi se réveillent. Ils se relèvent. Parce qu'il est juste allé se cacher quelque part parce qu'il lui aussi a froid. Maintenant, quand vous diminuez, lui aussi, il est comme vous. Et il se réveille. Et ou bien vous mettez le brasseur ou le ventilateur pour se dire que vous dormez sous ventilateur, que vous ne mettez pas moustiquaire. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, quand ça tourne, ça peut tourner, faire balancer un moustique qui va se déposer sur vous, il ne va plus se lever. Il se cache là tout simplement. Et s'il est déjà infecté, il suffit qu'il vous pique une seule fois, vous avez le paludisme. D'accord. Donc, il faut y veiller. Il n'y a rien qui remplace les moustiques imprégnés. Ça là, qu'on soit dans nos contextes ici, il n'y a rien qui remplace les moustiques imprégnés. C'est possible quand vous vous retrouvez à la latitude, 3e, 4e étage, 5e étage, tout ça, que les moustiques n'arrivent pas à voler aussi haut. Donc, vous pouvez être plus ou moins protégé. Mais il faut toujours vérifier est-ce qu'il n'y a pas de moustiques. Donc ça, c'est des conseils personnels que je donne à la population pour pouvoir toujours nous aider à avoir 0 cas de paludisme. Les habits. On sait tous aujourd'hui que tout le monde veut se faire belle, surtout les femmes. Excusez-moi, parce que je tape toujours les mamans sur ce sujet-là. Parce que c'est ce que l'enfant voit la maman faire, que lui aussi veut faire. Les petites culottes, les soies, les jambes sont bien exposées aux moustiques. Les bras sont bien exposés aux moustiques. Et ils se déposent et ils se nourrissent allègrement. Et après, c'est pour exposer les parents maintenant à des dépenses énormes. Et c'est ces parents même qui n'ont pas su mettre l'accent sur l'enfant. Les soies, tu dois protéger tes pieds, tu dois protéger ton bras pour éviter les moustiques. Chaussettes là, s'il faut même la porter. Ça va limiter au moins le dépôt de ces moustiques-là sur la peau de l'individu sain et lui transmettre. Parce qu'il faut que le moustique pique d'abord déjà quelqu'un qui est malade. Ensuite, maintenant, venir déposer ça chez quelqu'un qui est sain pour que ça développe la maladie chez lui aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle des maladies à vecteurs. D'accord. Alors, avant de continuer avec vos conseils, on va faire un petit tour à la régie pour suivre l'élément dont je vous parlais et puis on revient. Oui, il y a de cela quelques années, j'ai souffert du paludisme, mais ça n'a pas été du tout facile pour moi. Au début, je ressentais des maux de tête très violentes et j'étais très fatiguée, je n'arrivais pas à manger et j'avais des courbatures, j'avais mal partout.
Quand j'urinais, mon urine était aussi foncée et j'avais aussi de la fièvre. Donc quand j'ai remarqué cela, je suis allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, j'ai vu des personnels soignants, des médecins qui m'ont vu et puis ils m'ont prescrit des médicaments que j'ai pris. Et après avoir pris les médicaments, j'ai été guérie. Tout homme doit avoir le souci du palu, puisque c'est une maladie qui tue plus que toutes les maladies au monde entier, même plus que le sida même. Donc le palu, sincèrement, on n'a pas les moyens de se soutenir. Mais si le gouvernement peut subventionner ce secteur-là, puisque le palu, presque toute la population a le palu. Donc, sincèrement, c'est une maladie qui tue beaucoup. Oui, si grave, hein, il a fallu que mon enfant est venu au secours de moi. Et j'ai pris des sérums, sinon j'allais partir. Vraiment, le palu, ce n'est pas une bonne maladie. Oui, ça avait commencé par les maux de tête, la courbature, j'avais la fièvre et puis je ne me sentais du tout pas très bien. Donc c'est là, je suis parti à la pharmacie, ils m'ont indiqué des médicaments à prendre et je les ai pris. J'ai fait le traitement qu'ils m'ont demandé et puis ils m'ont donné aussi des conseils là-bas. Je n'avais pas aussi assez de moyens pour pouvoir aller à l'hôpital, me faire soigner. Donc c'est là-bas, ils m'ont donné quelques conseils, ce que j'ai suivi. Je suis revenu. Jusqu'à présent, bon, c'est pas un moment, je sens les maux de tête et puis que je prends du paracétamol et puis là, ça passe. J'ai un proche qui a vécu de ça et qui avait les maux de tête, la fièvre. Lui-même, il vomissait même. Bon. Je leur ai conseillé, ils m'avaient parlé de ça, je leur ai conseillé d'aller se faire dépister. Ce qu'il est parti faire, c'est là ils ont vu que c'était le paludisme. Et c'est là on lui a mis le traitement qu'il faut. Et puis il s'est retrouvé. Le paludisme, chez nous ici, au Bénin et en Afrique, c'est un mal qui fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Et lorsque vous vivez effectivement ça une fois, vous savez de quoi on parle. Ça vient avec tout ce qui est vomissement, et tout ce qui est toux, et les anémies. En tout cas, ça vient avec ses corrélats et ce n'est pas du tout facile. Lorsque vous tombez malade et que c'est le palu, la meilleure solution c'est d'aller à l'hôpital. Peut-être dans les tout premiers jours, comme c'est le cas souvent, nous commençons par faire l'automédication et on commence à prendre certains produits nous-mêmes. Mais lorsqu'on voit que ça ne marche pas, il faut vite aller à l'hôpital pour vite éradiquer cela, grâce à l'aide des spécialistes. Sinon, ça va à un autre degré, c'est souvent compliqué après. Si le paludisme atteint un certain degré, les spécialistes de santé savent comment s'y prendre. Donc, ils ont leur technique pour faire face à cela. La lutte contre le paludisme au Bénin comporte d'importants défis à relever, notamment la couverture élevée en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et la définition de nouvelles stratégies pour leur utilisation effective par la communauté, l'amélioration du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et chez les nourrissons à travers le programme élargi de vaccination et les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier, la gestion de la résistance aux antipaludiques, aux vecteurs et aux insecticides, le déploiement du premier vaccin antipaludique, vaccin RTSS, la digitalisation des interventions et en définitive l'élimination du paludisme. Voilà, de retour sur ce plateau, on va continuer nos échanges avec Dr Félicien Edo, qui est le seul à faire le déplacement aujourd'hui. Le programme national de lutte contre le paludisme étant un peu occupé ce jour-ci. Alors, docteur, vous voulez revenir sur le fonctionnement des moustiquaires? Les moustiquaires, dans les modes de fonctionnement, en fait, c'est d'abord pour empêcher les moustiques de piquer l'homme.
Mais dans ça également, il y a, pour les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides, eux ont également le mécanisme de repulser ou de tuer les moustiques. Donc, soit tuer ou empêcher que ça pique l'homme. Oui. Maintenant, lorsque l'imprégnation avec l'insecticide perd son efficacité, il ne lui reste que le moyen simplement d'empêcher que ça pique l'homme. Mais malheureusement, dans nos contextes où il y a les moustiques en quantité importante, et l'enfant dort ou l'adulte dort dans le moustiquaire, il s'est tourné un peu, il se colle à la moustiquaire, les moustiques vont se déposer simplement de dehors à travers et vont faire le travail. Ce sera comme si la moustiquaire n'a pas du tout fait son travail. Donc, c'est ce qui rend un peu difficile. Je pense que c'est l'imprégnation aux insecticides-là qui nous aide beaucoup plus à repousser les moustiques près des moustiquaires, ce qui fait que ça protège beaucoup plus contre les paludismes. La période où on a les moustiquaires avec toute l'imprégnation, on dort mieux, on entend moins le déplacement des moustiques. Mais quand ça arrive au moment où ça s'expire, finalement, les moustiques sont partout dans la chambre et il suffit de ne pas dormir, tourner, se coller à la moustiquaire. Tu vas te réveiller avec tout ton bras en feu ou avec des boutons pour ceux-là qui ont les boutons qui apparaissent immédiatement. Donc, ça, c'est comme ça fonctionnent les moustiquaires. D'accord. Alors, on va continuer toujours avec peut-être les femmes enceintes et puis les enfants. Pour les femmes enceintes, je pense que la prise en charge est toujours gratuite. Oui, selon le programme de la prise en charge des paludismes graves chez les femmes enceintes, c'est toujours une gratuité, mais une gratuité en griffe qu'il faut comprendre parce que le Béninois, lorsqu'on dit que c'est gratuit, il ne veut pas débourser un seul centime. C'est le sens du gratuit, docteur. Ah, il faut qu'on apprenne à la population. La signification de gratuit. Quand on dit gratuit, c'est... Vous prenez par exemple la césarienne. Pour les gens, les femmes qui ont fait la césarienne pendant qu'on dit que c'est gratuit, ils vont vous témoigner en fait que c'est l'acte là qui est gratuit. Pas tout ce qui l'accompagne. Vous allez acheter des médicaments, vous allez acheter tout ça là. Ce n'est pas l'État qui va vous donner tous ces médicaments. Quand on dit que la prise en charge elle est gratuite, pour le paludisme, les produits par exemple qu'on va vous injecter, le bilan, paquet bilan minimum, ça peut être gratuit. Mais l'hospitalisation par exemple, ou le paracétamol que vous allez acheter quand vous avez la fièvre, tout ça là, l'État ne va pas vous donner. Donc, il faut comprendre que quand on dit que c'est gratuit, la prise en charge est gratuite, ce n'est pas qu'il faut aller avec 0 francs et être guéri et rentrer à la maison. Ça, là, il faut une prise en charge, que ce soit de l'État, que ce soit privé ou personnel, pour arriver à ce stade où il faut y aller. Même quand vous avez une assurance maladie, des assurances qu'on a ici au pays, vous allez payer au moins 25%. Donc, ou 20%, ça dépend de l'assurance. Donc, vous payez forcément quelque chose. Donc, dites que c'est gratuit, la prise en charge gratuite, c'est mitigé. Donc, il faut que les gens... Ne partez pas à l'hôpital avec 0 francs. 0 francs. Ça, c'est le plus important. En cas où il y a des besoins qui ne sont pas disponibles, vous pouvez rapidement vous en procurer et pour mieux vous soigner. D'accord. Le traitement du paludisme chez la femme enceinte se fait combien de temps avant la délivrance? Tout dépend de la période où le paludisme a été détecté sur la grossesse. Sur combien de fois? Peut-être je vais dire ça comme ça. Combien de fois? Ou bien autant de fois que le paludisme est là? C'est cela? Non. Il faut savoir qu'il y a des choses que vous devez savoir. Chez la femme enceinte, il y a la prévention contre le paludisme. Il y a que le paludisme est déjà là. C'est deux choses différentes. La prévention du paludisme chez la femme enceinte, c'est des 3 comprimés qu'on donne aux femmes enceintes à partir de 3 mois de grossesse. En 3 prises avant, mais aujourd'hui, c'est autorisé d'aller à 5 prises avant l'accouchement. Ok. Donc, dès 3 mois déjà, elle commence par prendre à 1 mois d'intervalle la prévention contre le paludisme. Ok. On parle de traitement préventif intermittent. Donc, ça permet à la femme de ne pas développer le paludisme. Mais, vu qu'on est dans un contexte où les moustiques, les femmes n'arrivent pas du tout à s'en passer, parfois, tu peux prendre ces comprimés et encore développer le paludisme grave. C'est pour ça, ce n'est pas seulement qu'un seul moyen qu'il faut se compter pour dire que je ne ferai pas le paludisme sur la grossesse. Non, il faut impliquer les autres moyens de prévention associés à ces comprimés que la femme avale pendant la grossesse pour limiter les risques de développer le paludisme sur la grossesse ou de faire les formes les plus graves. Surtout parce que quand un enfant, un nouveau-né, naît avec le paludisme, c'est compliqué. Et vous traitez le nouveau-né? Oui, il faut traiter, on ne va pas les laisser mourir. Avec le même protocole. Ah, le même protocole. Le même protocole. Mais cette fois-ci, un nouveau-né, le donner à boire aussi facilement, c'est pas facile. Donc, il faut passer par l'injectable. Injectable. Il faut passer par l'injectable.
Oh, on venait avec beaucoup de piqûres. C'est pas aisé. Hein? C'est pas aisé. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter d'en arriver là. Parce que le paludisme néonatal, c'est dangereux pour un enfant et ça peut être fatal pour lui. Surtout si la personne n'a pas suivi la grossesse et qu'il a fait le paludisme, qu'il s'est traité et que personne ne savait. Et l'enfant sort comme ça, immédiatement il a la fièvre, déjà à 38, 39 degrés. C'est souvent difficile en cours pour aller vérifier est-ce que c'est pas le paludisme ou tout ça là. Donc il faut un meilleur suivi de la grossesse. Aujourd'hui, ce n'est pas que on tombe enceinte et on reste à la maison, on vient à 9 mois ou à 8 mois de grossesse parce que peut-être on a déjà accouché une fois ou bien peut-être parce que notre maman est là pour s'occuper de nous. Non, chaque grossesse avec ses réalités, avec ses particularités, qu'il faut obligatoirement un meilleur suivi pour pouvoir éviter, pour pouvoir détecter à temps ces genres de choses avant que la femme n'accouche. C'est très important. D'accord. Alors, on va parler maintenant de l'automédication et le traitement dans la médecine traditionnelle. Docteur. L'automédication, ça aussi c'est un problème parce que c'est vrai que dans les moyens de traitement, il y a ce qu'on appelle la chimioprévention ou, en tout cas, ce n'est pas encore mis en application en tant que tel sous nos contrées, qui cible les périodes de grande affluence selon les études antérieures pour voir à quel moment on a beaucoup plus de pics de paludisme avec des décès. Là, on fait un traitement de masse pour pouvoir, de façon ponctuelle sur la saison, pour pouvoir limiter les formes, la gravité du paludisme. Mais dans nos contextes ici, les gens se sont donné l'habitude de faire les traitements de paludisme tous les 3 mois. Qu'on est malade ou pas. Ces genres d'automédication, ce n'est pas bon. Parce que vous allez développer une résistance aux antimétères lumifantriques. Vous savez, les preuves sont déjà prouvées en Érythrée ou au Rwanda ou en Ouganda qu'il y a déjà une résistance à l'antimétère lumifantrique. Et c'est des résistances confirmées et validées. Donc ça veut dire qu'on peut développer une résistance contre ces molécules-là. Donc si vous vous donnez l'habitude de faire l'automédication systématiquement en prenant, sans la preuve que vous avez le paludisme, le jour où vous allez développer le paludisme, les médicaments ne vont plus fonctionner. Et on va vous injecter, malgré que la fièvre ne décroche pas, on va commencer à se demander, mais pourquoi? C'est parce que quelque part dans notre tête, on se dit, est-ce que vous n'avez pas l'habitude d'abuser du médicament? Parce que le médicament est là pour éradiquer quelque chose, vous ne l'avez pas, mais vous le prenez de façon systématique, comme si c'était un déparasitant. L'organisme s'habitue, et puis les plasmodiums, quand ils viennent après, ils regardent les molécules là comme si c'était rien. Donc ils continuent à se multiplier allègrement. Donc ça, c'est ce qui rend l'automédication un peu difficile. Maintenant, lorsqu'on est malade également, et qu'on a les signes, et qu'on n'a pas la preuve du paludisme, et qu'on a fait l'automédication, et que ça ne se calme pas, il faut aller à l'hôpital. On a laissé les antipaludiques sans procurer en pharmacie, sans ordonnance. C'est pour dire que bon, les gens peuvent aller rapidement prendre sans passer par l'hôpital. Mais que vous prenez, que vous utilisez sur 3 jours, que les signes ne s'arrêtent pas. Sachez déjà que ce n'était pas le paludisme dès le départ. Ou bien que la charge parasitaire est très élevée, ce qui fait que les traitements juste par voie orale ne suffira pas pour éliminer complètement les plasmodiums. Donc voilà les risques avec l'automédication. Oui, le traitement traditionnel. Pour le traitement traditionnel, on va peut-être laisser aux phytothérapeutes ce chapitre-là, parce qu'il y en a pêle-mêle, prends telle feuille, mélange tout. Qu'est-ce que ça donne dans l'organisme? Je ne saurais vous le dire. Ça peut traiter, ça peut tuer les plasmodiums, comme cela est prescrit, mais quel effet secondaire cela a? Même les médicaments modernes. Oui, justement, les médicaments modernes, on a déjà inscrit les effets secondaires. On sait déjà ce que ça peut vous donner. Et on peut vous donner conseil par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces effets secondaires? On peut vous donner conseil. Maintenant, c'est qu'on ne sait pas. Comment on va donner alors les conseils? Ça, c'est moi mon inquiétude. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Ça peut marcher, ça peut même très bien marcher. Oui, il y a des gens qui ne vont jamais à l'hôpital, qui se soignent chez nous, bien avant que la médecine moderne n'arrive. Bien sûr. Bien, nos parents se soignaient. Mais ils avaient quoi en retour? Qui a pu évaluer que ces produits que vous prenez peuvent vous donner tel problème à la fin? D'accord. Personne n'a pu évaluer ça. Donc on prend tout et on meurt. Mais on ne sait pas de quoi on meurt. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on peut dire avec certitude que vous prenez tel produit, vous allez développer telle chose. Et vous développez ça, on sait comment. Si vous prenez ça, faites ci pour ne pas avoir tel problème. C'est tout ce qu'on demande. Et là aussi, c'est la quantité. Parce que vous voyez dans les rues, 1,5 litre, les dames ont des tisanes sur la tête. Oui, tous les matins. On met simplement dans le truc là. Pour uriner.
pour uriner. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que c'est quand vous dites pour uriner, le rein a fonctionné plus qu'il le faut. Et l'organe que vous exploitez, que vous utilisez à tort, finira toujours par se fatiguer. Plus qu'il ne le faut, parce que si c'est 40 ans sur sa durée de vie, et quand vous le sollicitez de façon exagérée, ça va réduire sa durée de vie, peut-être à 30 ans, peut-être à 35 ans, peut-être à 20 ans. C'est le risque, ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais on a besoin, en tout cas aujourd'hui, on a des gens qui se spécialisent dans ce domaine, qui nous aident désormais à avoir beaucoup plus l'idée claire sur ces produits-là. Ça aurait été bien d'avoir un phytothérapeute sur le plateau, et il va vous dire, comme je l'ai eu la dernière fois sur un sujet ici sur le plateau, il est clair là-dessus, que ce n'est pas ce qu'on peut dire, il faut toujours connaître tous les effets et les effets secondaires. Vous prenez une tisane, une plante qui donne plus de 1000 effets, et vous voulez traiter ça avec un seul problème. On vous dit que ça peut vous guérir le diabète ou ça peut vous diminuer la tension. Vous avez le diabète, vous n'avez pas la tension que vous avez pris. Vous savez que ça va baisser votre tension. Et vous allez vous retrouver en hypotension. Ça, c'est le risque. Les gens ont la capacité de trouver le moyen d'extraire, en fait, ce qui peut guérir, qui peut régler la glycémie, et c'est ça que vous utilisez directement. Ce qui peut régler le problème de tension, c'est ça que vous utilisez. Mais nous, on mélange tout ensemble et qu'on prend. Ça va régler notre problème, mais quelque part encore, ça crée déjà encore un trou. Et le trou là va se réveiller plus tard et on va se demander d'où vient ce problème. Mais on n'a aucune idée que, en fait, le médicament qu'on a pris a d'autres effets que cela pourrait créer. Donc voilà le problème qu'on a avec ces plantes. D'accord. En tout cas, j'ai l'espoir que la médecine moderne et la médecine traditionnelle vont faire chemin ensemble et on aura beaucoup plus de résultats. Mais ça va prendre du temps et on a déjà des experts dans le domaine et j'ai l'espoir que d'ici quelques années, on aura de meilleures choses. Oui, les tradithérapeutes innovent également de leur côté pour mieux maîtriser la science, parce que ça marche. Vous avez soulevé des aspects, peut-être on va également, sur lesquels on va revenir là-dessus, pourquoi pas avec un tradithérapeute. Alors, docteur, progressivement, donc, on s'en va vers la fin, mais évoquez tout au moins les attitudes personnelles qu'on devrait avoir pour pouvoir donc circonscrire ce mal-là, afin de ne pas en souffrir chaque 3 mois non plus. Ce paludisme égale argent aussi. Merci. Comme je l'ai déjà souligné, d'abord déjà que il faut que chaque Béninois, bon, je sais que ce n'est pas seulement Bénin, on m'écoute, que chaque individu qui vit dans un milieu où il y a les moustiques, commence par développer des bonnes attitudes déjà envers les infrastructures de l'État. Parce qu'il y a l'État qui construit par exemple les caniveaux qui ferment, il y a des gens qui viennent casser. Déjà, il faut déjà qu'on commence chercher les bétons, si ce sont des bétons ou des fers qui sont, si c'est des fers, et puis bon, les caniveaux, petits caniveaux deviennent à ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc, il faut déjà, il y a même des gens qui viennent prendre ça pour aller utiliser ça chez eux. Qui viennent enlever parce qu'on ne se comprend pas comment quelque chose qu'on a fermé se retrouve ouvert et qu'on ne trouve pas ce qui a été utilisé pour fermer. Donc, ça, c'est déjà une première attitude que tout le monde doit commencer à changer. Pour permettre à ce que l'État met en place pour aider la population reste pour les buts, enfin, pourquoi c'est là. Ensuite, maintenant, l'État va faire des moyens pour distribuer les moustiquaires. Ça aussi, il faut que ce qui est prévu par l'État à la population retourne à la population. Que ça ne se retrouve pas quelque part en train d'être vendu. Pendant qu'il y a des familles qui sont retrouvées avec une moustique ou 2 moustiques alors qu'ils devaient avoir 3 ou 4. D'accord. Là, on va y arriver à limiter les dégâts de cette maladie. Ensuite, maintenant, en dehors de ces méthodes, nous aussi, personnellement, il faut savoir se protéger à la maison, faire les grillages sur les fenêtres, les portes également, et que laisser toujours les portes fermées à partir de 19h, 20h, laisser strictement les portes fermées, l'entrée et la sortie doit être limitée pour éviter que les moustiques entrent et ressortent avec les gens. Maintenant, si on est en position de santé, qu'on n'est pas allergique aux produits utilisés sur le marché pour chasser les moustiques, c'est de l'utiliser avec modération et avec prudence, surtout là où il y a les enfants, parce que si vous ne savez pas faire qu'un enfant prend, il avale ou bien il respire trop la fumée, ça peut être lié fatal. Par exemple, un enfant qui est d'une famille asthmatique ou atopique, à qui vous exposez aux fumées de cet insecticide-là, ça peut lui déclencher son asthme. Donc, il faut toujours veiller, connaître les antécédents, connaître l'état de votre enfant avant de l'exposer à ces genres de produits. Mais c'est toujours bénéfique, c'est toujours utile
de repulser les moustiques de la chambre avant maintenant de mettre les moustiquaires. Ça va limiter la chance que les moustiques viennent à l'intérieur. Et également à ceux qui ont des enfants qui se déplacent beaucoup trop sur le lit, c'est d'y veiller parce que vous allez mettre moustiquaire, l'enfant va se déplacer, se coller à la moustiquaire et ça ne va pas changer grand-chose votre moustiquaire. L'enfant va développer le paludisme grave parce que les moustiques ont la chance de s'aligner sur la moustiquaire et sur la peau de l'enfant et de le piquer. Donc, il faut tout faire pour encadrer les enfants à l'intérieur des moustiquaires quand on y va. Et les soirs, lorsque les enfants doivent se retrouver en train de s'amuser ou devant la télévision, il faut leur demander, il faut toujours les apprendre depuis le bas âge qu'il faut, parce qu'on est là où il y a les moustiques, qu'il faut porter les trucs longs au niveau du pied, au niveau du bras, les chaussettes s'il le faut, pour éviter, parce que la pluie a commencé et les moustiques ont commencé à se multiplier de façon importante et ils sortent déjà. Donc, cette journée est mise à cette période parce qu'on sait que c'est cette période que la pluie commence et que les paludismes vont commencer, les cas vont commencer par sortir. Donc, je demande à chacun d'avoir les bonnes attitudes, les meilleures attitudes. Et lorsque on a les signes du paludisme simple, il faut se rendre à l'hôpital ou voir son pharmacien. Et le pharmacien sait que quand il voit que ce n'est pas ce qu'il peut gérer, il va renvoyer à l'hôpital. C'est vrai, là-bas il faut vendre. Il faut vendre si la personne est déjà là. Mais quand il voit, au-delà de vendre, il y a aussi un esprit professionnel qui est derrière. Et qu'il dit, attention, ça là, il ne faut pas rester ici, dit que tu peux traiter avec tel médicament. Va d'abord à l'hôpital, on va te faire le meilleur diagnostic. Et au retour, tu reviens pour prendre les produits. Je pense qu'ensemble, on peut réussir à diminuer progressivement parce que la stratégie mondiale veut que d'ici 2030, qu'on diminue 90% des cas de paludisme. Donc, et si nous tous on s'y met et qu'on connaît déjà les moyens pour éviter d'en arriver au paludisme ou d'en arriver au paludisme grave, je pense qu'on peut réussir à limiter complètement les cas. Parce que si les pays comme les Maldives, comme le Pakistan, l'Ouzbékistan, l'Argentine, l'Algérie, la Chine ou même le El Salvador ont réussi à déclarer 0 cas de paludisme sur 3 ans successivement, ça veut dire que nous-mêmes... Zéro, ça veut dire zéro. Zéro. 0 c'est 0 quoi? 0 c'est 0. Ah d'accord. Parce que comme je le disais, dans les cas de statistiques, il faut d'abord 0 cas de paludisme chez les autochtones, oui, vous l'avez dit. Ensuite, sur 3 ans successivement, le maître peut vous délivrer que c'est cas oui que vous avez réussi à éradiquer définitivement le paludisme. Donc on a au moins 9 pays actuellement qui ont déjà cette attestation, certification, qu'ils ont éliminé depuis 2015 jusqu'à le Salvador en 2021 passé, ou la Chine en 2021 également, qui a eu sa certification. On peut y arriver, et si ceux-là sont arrivés, ils ont mis les moyens pour y arriver, nous aussi, on peut y arriver. Vous parlez des climats. Les climats, c'est vrai que c'est un peu un homme de faveur, mais lorsqu'on sait qu'on a un tel climat et qu'on veut quelque chose, on va mettre les moyens pour avoir le résultat. Oui, innover et mettre en œuvre. C'est d'ailleurs l'exhortation de la thématique de cette année. Merci beaucoup, Dr Félicien Edou. Je pense qu'on a fait le tour du paludisme. Vous avez abordé beaucoup d'aspects qu'on perdait de vue. C'est donc à dessein que vous l'avez certainement fait et ça participe donc à l'éducation sanitaire de nous tous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Alors, on n'aura pas le jeu aujourd'hui. Dr Félicien Edou est seul. Ça sera trop pénible pour lui tout seul. Donc, on n'aura pas le jeu. Et on va revenir pour la dernière rubrique de cette émission. Alors, on revient maintenant pour la dernière rubrique, celle de Astuces Mode. Eh bien, on va parler aujourd'hui de comment choisir son jean. Ce sera donc le deuxième as de cette astuce. On va suivre et puis revenir pour conclure. Si vous avez les fesses plates, l'objectif va être de donner une impression de fesses un petit peu plus rebondies et de ne surtout pas les écraser. Et donc pour cela, je vous conseille d'éviter les poches arrière trop longues, car elles ont un effet aplatissant sur les fesses. Elles descendent sous vos fesses et visuellement, on a l'impression que la fesse est plus plate et tombante. Les jeans taille haute
car ils aplatissent aussi un peu les fesses. Mais honnêtement, si vous aimez en porter, ne vous privez pas pour ça, parce que c'est pas non plus... Si vous choisissez les bonnes poches arrière, vous privez pas de porter un jean taille haute. Et donc voilà mes conseils pour que visuellement vos fesses paraissent un petit peu plus rebondies dans votre jean. Je vous conseille de privilégier les jeans slim, les jeans droits, les jeans bootcut ajustés, les jeans taille basse parce qu'ils vont donner une impression de fesses un petit peu plus rebondies, les jeans avec des petites poches arrière hautes et bien espacées, et les jeans avec une rehausse arrière placée haut pour donner un bel effet fesses rebondies. Donc la rehausse arrière, c'est cet espace entre la ceinture du jean et la couture en forme de V. Vous voyez, en haut de la poche, il y a une couture en forme de V. Et donc l'espace qu'il y a entre la ceinture du jean et cette couture, ça s'appelle la rehausse arrière. Et donc cette rehausse arrière, il faut qu'elle soit placée haut pour donner un effet fesses rebondies. Si vous avez les jambes courtes, l'objectif va être d'allonger votre silhouette et d'éviter les jeans susceptibles de vous tasser. Et donc pour cela, je vous conseille d'éviter les jeans très évasés, car ils auront tendance à vous tasser, tout simplement. Si vous tenez à porter des jeans très évasés, préférez-les 7/8e, c'est-à-dire, vous savez, les jeans qui laissent apparaître vos chevilles, et portez-les avec des talons, pour ne pas vous tasser. Et si vous voulez porter du long, optez pour un jean long, mais légèrement évasé, et portez-le avec des talons hauts également. Vous verrez, ça va élancer votre silhouette. Ah oui, et dernier conseil, si vous avez les jambes courtes, quand vous achetez vos jeans en magasin, ils sont souvent trop longs. Et alors, soit vous avez plusieurs possibilités, soit vous pouvez faire un ourlet vous-même, enfin un ourlet, vous pouvez les retrousser, donc retroussez-les pas plus de 2 fois, il ne faut pas que ce soit trop épais. Ou vous avez aussi la possibilité de les faire retoucher, donc pour les faire raccourcir. Et alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire exactement le même ourlet qu'en magasin. Vous voyez, l'ourlet avec la surpiqûre. Surtout, ne faites jamais l'ourlet à l'intérieur du pantalon, comme ça, vous-même. Vous voyez, juste l'ourlet rentré à l'intérieur du pantalon, c'est vraiment, ça se fait plus en fait, c'est dépassé, c'est assez ringard. Voilà, je veux froisser personne, mais voilà, je dis ce qu'il en est. Ça coûte vraiment pas cher de faire retoucher ça par un professionnel. Passons au conseil pour choisir votre jean si vous avez les cuisses rondes. L'objectif va être d'affiner votre silhouette en évitant les modèles de jeans à effet grossissant. Pour cela, je vous conseille d'éviter les jeans brillants. Donc les tissus brillants vont avoir un effet grossissant. Les jeans à imprimer, pareil, les jeans avec des imprimés grossissent la silhouette visuellement. Et les jeans de couleur claire. Faites le test, essayez un jean de couleur claire et un jean de couleur foncée, et vous verrez que celui de couleur foncée vous affine et que celui de couleur claire vous grossit. Préférez à mon sens les jeans qui s'évasent sur le bas de la silhouette, comme les jeans bootcut, donc qui s'évasent légèrement au niveau des mollets. Les jeans boyfriend portés avec des talons hauts, les jeans de couleur sombre comme des jeans bleu foncé ou noir, les jeans taille haute, bien sûr seulement si vous vous sentez à l'aise dedans, car ça peut être un bon moyen d'affiner vos cuisses. Vos cuisses paraîtront plus longues avec l'effet taille haute et donc aussi plus fines. Voilà, avec tous les éléments que je viens de vous donner, vous devriez avoir une idée plus précise du ou des jeans qui vous mettront en valeur. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller piocher dans tous ces conseils pour faire votre choix final. Vous pouvez très bien avoir par exemple les hanches larges et être petite. Donc dans ce cas-là, vous irez consulter les conseils que j'ai donnés pour les femmes qui ont les hanches larges et aussi pour les femmes qui ont les jambes courtes. Et ensuite, vous regardez les jeans qu'il y a en commun dans les 2 listes que j'ai données pour faire votre choix final. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission du jour, faite de production et également de Félicien Edou en studio, que je remercie d'ailleurs. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Merci. Il est temps de partir. Vous allez retrouver votre blouse. Naturellement. Vous avez certainement des patients qui vous attendent. Certainement. Des cas de paludisme à traiter aujourd'hui? Ah oui, il y en aura toujours, parce que est-ce qu'il y a une journée qu'il n'y en a pas un cas? Ah, tous les jours? Tous les jours. Bon, si on travaille en pédiatrie, bien sûr. Ah, si on travaille en pédiatrie, il n'y a pas ce jour? Il n'y a pas ce jour-là que vous n'allez pas trouver un cas. Ah, donc vous avez des hospitalisations pour raison de paludisation. Alors donc nous faisons un gros coucou à toutes ces personnes-là qui sont dans les hôpitaux pour raison de paludisme et les autres également qui traitent d'autres maladies. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la commune de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle journée en compagnie du reste de nos programmes.